invité qui est en direct de Paris avec nous, l'historien Georges Bensoussan. Bonsoir, vous avez dirigé cet ouvrage collectif qui a fait beaucoup de bruit évidemment, les territoires perdus de la République, c'était sous un pseudo d'ailleurs à l'époque. Vous êtes surpris ou pas aujourd'hui, encore une fois, de retrouver ce fameux parcours de délinquants de banlieue radicalisés parmi les kamikazes, quelques-uns des kamikazes déjà identifiés de ces attentats terribles de Paris? Écoutez, je vous dirais sans surprise que on s'y attendait. C'est pas véritablement quelque chose qui est tombé dans un ciel, à partir d'un ciel serein. Il y a déjà 13 ans qu'on avait publié ce livre, on n'en était pas à la situation désastreuse d'aujourd'hui. C'était une situation déjà délétère, d'un tissu social qui se défaisait, d'une partie de la population issue de l'immigration qui s'intégrait mal et qui développait des comportements de plus en plus antisémites, sexistes, machistes, homophobes, racistes aussi parfois, très anti-républicains, parfois également anti-français. Ça n'a cessé de s'aggraver. Le vrai problème aujourd'hui que pose cette catastrophe qui est survenue vendredi en région parisienne et à Paris, c'est que les avertissements n'ont pas manqué, qu'ils n'ont pas été entendus et que le message n'a pas été écouté, que pendant une quinzaine d'années, vingtaine d'années, parce que bien avant nous déjà, on avait tiré des sonnettes d'alarme, on aurait dû entendre ce qui se disait, à savoir que dans une partie de la société française, des courants de plus en plus dangereux étaient en train de voir le jour et qui se séparaient de plus en plus des valeurs de la République et de la démocratie. C'est ça, c'est ça que met en lumière aujourd'hui la tragédie. Ce n'est pas tellement ce qui s'est passé, bien sûr, c'est une tragédie abominable, mais qui était prévisible. On pouvait s'attendre à ce qu'après Charlie Hebdo, on aille de mal en pis, en quelque sorte, en matière de violence. C'est pourquoi les messages n'ont pas été entendus. Pourquoi y a-t-il eu un tel refus d'entendre, un tel refus de voir, un tel refus de constater, et qu'à chaque fois qu'on a tenté de mettre la lumière sur les dérives, on a opposé une fin de non-recevoir, au mieux tout simplement le silence, au pire les insultes, la stigmatisation, le fait que nous étions proches du Front National, que nous faisions le jeu du Front National, le jeu de l'extrême droite, etc., ce qui est tout à fait aberrant bien sûr. Comment on en arrive aujourd'hui à voir justement ces jeunes nés en France, comme ceux qui ont été les auteurs du massacre du Bataclan, tués, tirés à bout portant comme cela sur des Français finalement aussi? Est-ce que ça, c'est un basculement qu'on pouvait aussi voir venir? Parce que là, certains disent que c'est le nazisme qui ressurgit parce qu'il y avait en plus cette image de la fosse lors du massacre du Bataclan, là où se trouvait une partie de la plus grande partie du public. Pour vous, on en est arrivé à un basculement qui est opéré de la même façon? Vous avez employé le mot nazisme, si j'ai bien entendu, c'est ça? Oui. Le mot nazisme. Non, je crois qu'il faut en finir avec les amalgames historiques, les superpositions historiques. Tout ce qui se passe actuellement n'a rien à voir avec le nazisme, absolument rien. Pour la bonne raison d'abord qu'on a affaire à un islam radical, un islam salafiste, ça a été dit juste avant moi, appeler le djihadiste ou pas, peu importe, c'est bel et bien un islam salafiste, un islam rigoriste. L'islam salafiste, c'est l'islam des origines, des pères fondateurs. C'est pas un dévoiement de l'islam, comme on le dit souvent. C'est quelque chose malheureusement qui est dans la droite ligne du canon de l'islam. Et le canon de l'islam en la matière n'a rien de raciste. Alors, le nazisme est d'abord et avant tout une idéologie de la race et du sang. L'islam radical n'a rien à voir avec ça. Dès lors que vous vous convertissez à l'islam, on n'a aucune raison entre guillemets, de vous tuer. Donc, c'est pas du tout une idéologie raciale au sens propre du terme. Et puis, je crois que c'est une énorme erreur de constamment mettre en avant le nazisme parce que ça ne permet pas de véritablement comprendre la spécificité d'un phénomène autonome qui s'appelle l'islam radical. Donc, il faut étudier un phénomène pour ce qu'il est en cessant constamment de projeter, de plaquer le passé là-dessus. Alors, pour en venir à votre question plus précisément, donc ça n'est pas totalement une surprise, même si l'ampleur du massacre est quand même une surprise. Et pratiquement 480 personnes ont été touchées, dont à l'heure actuelle plus de 130 sont mortes, et d'autres probablement malheureusement vont mourir parce que les blessures sont très graves, sont des blessures de guerre. Ça c'est certain, donc jamais on a connu un massacre d'une telle ampleur en France. Est-ce que c'est totalement imprévisible? Non, parce que je rappelle que les premiers dévoiements islamistes radicaux et violents ont lieu en France en 1995 avec Khaled Kelkal dans la banlieue de Lyon, que ça s'est poursuivi, qu'ensuite on sait très bien ce qui s'est passé avec Mera. Et regardez bien entre Mera et l'affaire de Charlie Hebdo, de l'hypermarché Cacher,
il y a eu, si on tient compte de la nationalité des djihadistes qui ont tué, il y a eu 12 Français de confession juive qui ont été tués en 2 ans et demi, parce que juif, c'est une première en France depuis la fin de la guerre, et c'est une première en Europe même. Nous sommes le seul pays en Europe à avoir connu cela. En clair, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un emballement de la situation depuis 2012. Il y a eu Mera. Après Mera, il y a eu Nemouche, qui est français, né à Roubaix, élevé à Roubaix, même s'il a vécu un peu plus tard à Tourcoing, qui est allé ensuite en Belgique. Et c'est à partir de la Belgique, ce fameux quartier de Molenbeek, qu'il a opéré au musée juif de Bruxelles. Puis vous connaissez la suite, les frères Kouachi, Koulibaly, et ensuite les tentatives également qui ont eu lieu un peu plus tard. Donc sur ce plan-là, il n'y a pas réellement une surprise. Il y a une évolution d'une partie de la jeunesse française, née en France, formée en France, éduquée en France, qui a bénéficié de l'enseignement français, y compris d'ailleurs de ce fameux enseignement de la Shoah dont on pense souvent qu'il est un vaccin universel contre les dérives racistes et antisémites, et qui, par le biais de l'islam radical, est en train de faire totalement sécession d'avec la nation. C'est-à-dire qu'il y a une partie de la nation française, car ils font partie de la nation française, qui est en train de divorcer. Ça, c'est un phénomène radicalement nouveau. Ce n'est pas seulement sur le plan technique que ce à quoi on a assisté vendredi est nouveau, à savoir les attentats suicides de gens qui se sont suicidés pour atteindre plus facilement le martyr, le shahid. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre en France, où on pense que le logiciel français occidental est le même pour toute l'humanité. On a du mal à comprendre qu'effectivement, ils ont recherché la mort parce que c'était le moyen d'accéder au paradis tout de suite. Mais en dehors de cet aspect-là, il y a quand même quelque chose d'autre qui est frappant en la matière, c'est qu'on a franchi une limite au sens où on est entré dans une sorte de guerre civile. C'est-à-dire que la guerre contre Daesh et l'État islamique menée par la France en Syrie ou en Irak, elle a son pendant en France par ce conflit fratricide. C'est-à-dire qu'on a affaire à la fois à un début de guerre civile à certains égards, à un prodrome de guerre civile et à une guerre étrangère. Et quand je dis guerre civile, ce sont souvent des musulmans radicaux eux-mêmes qui le disent. Mais on voit bien aujourd'hui que le gouvernement lui parle de guerre, qu'on va intensifier, par exemple, comme ce qui s'est passé cette nuit, des perquisitions et viser les mosquées radicales. Mais le peuple français, lui, n'a pas l'air de réaliser l'ampleur de ce qui est en train de se passer. C'est quelque chose que vous réalisez vous aussi ? Oui, alors que le peuple français a du mal à réaliser, c'est indéniable. Jamais on n'a connu un massacre d'une telle ampleur. Je peux vous dire, pour avoir parcouru les rues de Paris samedi et dimanche, que je n'avais jamais vu un tel abattement dans la ville, une telle tristesse. D'abord des rues vides, ou quasi vides, mis à part les quelques rassemblements que vous avez dû voir à la télévision, des restaurants, des cafés plutôt désertés par rapport à un samedi ou un dimanche habituel par exemple, et une atmosphère de tristesse et d'abattement qui n'avait rien à voir avec le 11 janvier où il y avait une sorte de mobilisation, de ferveur, de croyance dans des valeurs, la République, la démocratie, la France tout simplement, et ici quelque chose de beaucoup plus atone, de beaucoup plus triste sur le fond, de beaucoup plus abattu. Ça, c'est le premier point. Et je pense que réaliser cet événement-là va prendre beaucoup de temps. Encore une fois, je reviens aux chiffres. 480 personnes touchées dans leur corps, dans leur chair, dont 130 ont été tuées. C'est du jamais vu dans l'histoire française depuis la fin de la guerre. Mais ensuite, comment réagit fondamentalement le peuple français? Mais ça, on n'en sait rien, aussi paradoxal que ça paraisse, que je vous dis ça de Paris, parce que le discours médiatique n'est pas le discours français. Le discours médiatique, c'est un discours, parmi d'autres, c'est un discours qui ne reflète pas forcément ce que pense la France profonde, la France réelle, la France des banlieues, la France des cités, la France de province, la France des campagnes, la France des petites villes, par exemple. Et la parole, d'une certaine façon, une certaine parole a été confisquée. On a du mal à comprendre, à savoir ce que pense cette France-là. Et c'est ce qui explique que les médias souvent sont surpris par l'avance du Front National dans les sondages ou même dans les urnes, parce qu'effectivement, à côté de ce discours officiel médiatique, qui est un discours très formaté sur le fond et qui finit par produire une certaine lassitude dans l'opinion française, il y a toute une partie de l'opinion française qui est en train de se détacher de cela et qui malheureusement vire vers le Front National, est en train d'ouvrir la route du pouvoir au Front National. Et hélas, cette route du pouvoir, elle est aussi ouverte par le fait que le discours officiel est de moins en moins entendu, et de moins en moins audible. Restez avec nous, Georges Bensoussan. Daniel Haïk, ici. À propos de la population française, bien entendu, sans vouloir faire d'amalgame et de dire qu'il y a un peuple français qui réagit de la même manière, je pense qu'on a beaucoup, et c'est peut-être un des mots de l'Occident, essayé de bannir le mot guerre du lexique, du vocabulaire de l'Occident, du vocabulaire de la France au cours des dernières années, des dernières décennies. On peut dire que depuis la Shoah, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale,
mondiale, et même en particulier depuis la fin de la guerre d'Algérie, on a tout fait pour considérer le mot guerre comme tabou. On a dit que tout était préférable à la guerre, qu'il fallait négocier, qu'il fallait absolument tout faire pour éviter la guerre. Et je crois que quelque part, l'opinion publique française, elle a de bonnes raisons d'être déroutée lorsque soudainement, eh bien, on lui annonce qu'elle est au cœur d'un conflit et qu'elle est en état de guerre. Et je crois que quelque part, c'est un peu le sentiment qui domine, au moins au sein d'une partie de la population française, de cette incertitude, cette incompréhension face à cet état de guerre qui est brusquement déclaré, alors que pendant tant d'années, on nous a dit que la guerre, c'était quelque chose de mauvais, de répréhensible. Georges Bensoussan, on cherche des solutions aujourd'hui. Certains disent qu'il faudrait peut-être rétablir la conscription, c'est-à-dire le service militaire obligatoire. C'est une piste que vous retenez, vous, ou pas du tout, pour ramener ces jeunes vers la République ? La situation est très grave et elle est très ancienne. La dérive qui a mené à la catastrophe actuelle a au moins 40-45 ans, si vous voulez, les racines au minimum 40-45 ans. Et donc, ce n'est pas une mesure plus qu'une autre qui va régler le problème de fond. Le problème est beaucoup plus vaste. Il a des aspects économiques, sociaux, démographiques, évidemment. Mais il a aussi des aspects culturels. Donc, que la conscription puisse jouer un rôle positif, c'est probable, parce que ça permet de favoriser un creuset national. Que du côté de l'école, il y a énormément de choses à faire, c'est probable aussi. Mais ça ne suffit pas. Le terreau de fond qui a mené à ce problème-là, ce n'est pas ce type de solution ponctuelle qui va le régler. C'est quelque chose de plus criant. Par exemple, je vais donner un exemple précis sur le problème culturel. Un pays qui connaît une telle crise culturelle où une partie de ses élites est souvent dans l'autodénigrement de l'idée nationale ou de l'idée culturelle, qui est confondue souvent à une identité guerrière, une identité mortifère, une identité d'exclusion. Eh bien, un pays dont les élites, en tous les cas une partie des élites, je dirais, souvent défend si mal sa culture nationale et son patrimoine, et s'aime si peu, a du mal à intégrer. Parce que ces populations, dont beaucoup viennent du tiers-monde et de pays pauvres, et beaucoup sont marquées par le code culturel qui s'appelle l'islam, on comprend qu'elles aient du mal à s'intégrer dans un pays qui lui-même, sur le fond, ne valorise pas assez sa culture, son patrimoine. Et à partir du moment où la société d'accueil n'est pas fière d'elle-même et ne défend pas elle-même son héritage, son patrimoine, son identité, sa culture, sa littérature, sa langue, eh bien on comprend que ces populations venues de si loin et d'univers culturels si différents aient du mal à adhérer, du mal à les rejoindre. Et donc de ce côté-là, ce n'est pas l'immigration qui est en cause. C'est peut-être qu'une partie des élites françaises n'ont pas fait leur travail depuis une quarantaine d'années. Mais je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur le plateau à Tel Aviv concernant la guerre. Vous avez raison. La société française, comme toutes les sociétés occidentales, est une société qui s'est déshabituée de la guerre, et c'est tant mieux, qui est une société aussi hédoniste, très individualiste, et qui a eu du mal à considérer qu'elle pouvait être en guerre à nouveau. Ça, c'est le premier point, parce que comme toute société individualiste de consommation, sur le fond, c'est une société qui a totalement évacué la mort, d'ailleurs, et la guerre. C'est quelque chose de très ancien. Mais il y a aussi autre chose, ce qui rend la situation plus difficile, c'est que dans une guerre classique, on sait à peu près où se situe l'ennemi, où se situe l'ami. Et il y a une frontière, il y a un front. Ici, c'est beaucoup plus compliqué. On cherche à faire croire que l'ennemi, c'est uniquement Daesh du côté de la Syrie et de l'Irak. Ça, c'est très bien. Mais ça n'est pas si simple. En fait, c'est que l'ennemi, il est aussi à l'intérieur. Ceux qui ont tué Mehran, Nemouche, les frères Kouachi et maintenant les tueurs du Bataclan et des autres lieux de tuerie à Paris sont nés en France, sont des citoyens français, sont des enfants de France, sont des garçons qui ont été élevés dans les collèges français. Et je voudrais donner simplement cet exemple de l'un des hommes les plus recherchés aujourd'hui, français vivant en Belgique, un certain Abdeslam Salah. J'ai vu qu'il était né en 89 et j'ai réalisé que lorsque nous avons publié Les Territoires perdus de la République, ce gamin, à l'époque, n'avait 13 ans, il était au collège. Et il devait au collège être un élève comme un autre, et il a dû lui aussi bénéficier d'un enseignement antiraciste, démocratique, un enseignement sur la Shoah, etc. Qu'est-ce que ça a empêché sur le fond ? Donc quand l'ennemi est à l'intérieur lui-même, et que le djihadisme radical a transformé une partie de la jeunesse française en ennemi de l'intérieur, c'est encore plus déstabilisant sur le plan psychologique. Merci beaucoup Georges Bensoussan, historien, auteur donc des Territoires perdus de la République, on va le voir à l'écran.